Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Sur la tête de Christophe Darcos, il faut accumuler les adjectifs sans craindre les contradictions. Sauvage, grave, raffiné et loufoque, maniaque, contrôlé et dépressif, délirant, sensé, matérialiste et mystique, c'est ce qu'a écrit de lui Patrick Kéchichian dans Le Monde. Le poète Christophe Darcos est mort à 41 ans en novembre 2004. Ma maladie est de parler, et le guérissement de ma maladie est de parler, lisait-on dans Anachronisme, son dernier livre paru en 2001, alors que la tumeur qui devait l'emporter lui rongeait déjà le cerveau. Quelques semaines après sa disparition, les Mardis littéraires rendaient hommage à Christophe Darcos. On y retrouvait sa voix et ses mots dans des émissions de 1999 et 2000, alors que les écrivains Cataline Molnar et Philippe Beck évoquaient au micro de Pascal Casanova l'ami et le poète dont les œuvres sont disponibles chez les éditeurs POL et Aldante. Les Mardis littéraires, aujourd'hui, hommage à Christophe Darcos. Les Mardis littéraires avec aujourd'hui Philippe Beck, poète, Cataline Molnar, écrivain, et aussi la voix de Christophe Darcos enregistrée au cours de différentes émissions auxquelles il avait participé en 1999 et en 2000. Christophe Darcos est mort au début du mois de décembre, des suites d'une longue maladie. Nous voulions rendre ici hommage à celui que de très nombreux écrivains de sa génération, mais aussi les autres, considèrent comme l'un des poètes les plus importants et les plus novateurs. Philippe Beck et Cataline Molnar, en tant qu'amis de Darcos et aussi en tant que poètes, ont accepté de venir évoquer son travail et son œuvre aujourd'hui. On va peut-être commencer par l'écouter. Il était venu le 8 juillet 1999 dans cette émission au moment de la publication aux éditions Paul d'un livre qui s'appelait « Signe égal ». Il y avait aussi ce jour-là, autour de la table, Jean-Marie Glaise. Christophe Darcos, vous publiez presque simultanément 3 textes, L'argent, La cage, qui est un livret d'opéra, et surtout le signe égal. Alors il faut préciser que ce signe en couverture n'est pas proposé sous la forme E-G-A-L-E, mais sous la forme de 2 traits horizontaux et parallèles. Et pour bien signaler l'importance de ce signe dans sa matérialité, page 20, vous donnez une autre version typographique de ce signe, et vous proposez au centre de la page blanche la répétition de l'expression « tirer un trait à une ligne d'intervalle ». Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si on met 2 traits l'un à côté de l'autre, l'un sur l'autre, on a un signe qui s'appelle le signe égal. Donc si on écrit le signe et plus loin égal, on voit le signe et plus loin le signe égal. Alors les premières pages du livre, on pourrait dire, elles donnent toutes les significations à la fois logiques, grammaticales et typographiques de ce signe égal. Par exemple, des traces de pneus. Oui, 2 traces de pneus, ça fait un signe égal. Mais le premier vers de ce livre manifeste, c'est le signifiant égale le signifié. C'est pour moi ce qu'il y a de plus important. Alors je vais expliquer le signifiant égale le signifié en vous faisant un petit dessin et vous allez me dire ce qui est écrit, ce qui est là. Ce que je lis ? Oui. Je lis chat. Voilà. Et donc, quand on regarde et qu'on voit chat,
on a le signe égal du signifiant égale le signifié. Parce qu'on a tout. Vous avez lu chat et vous avez compris chat. Voilà pourquoi le signifiant égale le signifié. Alors on se dit, on va venir à l'argent tout à l'heure, que mine de rien, dans l'argent, vous nous faites une théorie économique, et dans le signe égal, vous reprenez tout simplement la linguistique telle qu'elle a été constituée. Donc on se dit, c'est une ambition énorme, hein, avec un tout petit texte. Et donc, si le signifiant égale le signifié, vous en tirez des sortes de conclusions étranges, en particulier qu'il n'y a pas le mot et que le sens vient de groupes de mots, c'est ça? Tout à fait, Ouais. tout à fait. C'est-à-dire que ça a des conséquences un peu catastrophiques, parce que si on a le signifiant égale le signifié, alors tout colle. Tout est très collant et très à proximité du nez et de la bouche et des yeux. Et la chose la plus importante, effectivement, c'est que il n'y a plus de mots. C'est-à-dire que tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on peut dire, c'est fait de groupes de mots. C'est le sens qui est donné. Le sens est donné par des groupes de mots, pas par des mots tout seuls. Et le problème, c'est que ces groupes de mots sont souvent attachés à des relations. C'est-à-dire les relations que l'on a entre nous, c'est déjà les groupes de mots que l'on échange entre nous. Et les relations qu'il y a entre nous, on sait ce qu'elles sont, ces relations qu'il y a entre nous. On sait ce qu'elles sont, les relations en général. Elles sont pas très bonnes, les relations en général. Elles sont déjà toutes... Entre les poètes, vous voulez dire, ou en général? En général, Ah bon, en d'accord. général, entre les gens, les relations que l'on a entre nous, elles sont déjà toutes fourrées d'intérêts et de structures. Et donc, ce qu'on va dire, ça va être des groupes de mots qui sont toujours attachés à ces structures. C'est-à-dire que ça va être ces structures qui vont nous dire ce qu'on doit dire. Alors je vous cite, au début de votre texte, vous dites « Les mots ne veulent rien dire. Ce qui remplace les mots, ce sont des nuées, sont des nappes, sont des poussées, sont des durées de parler, des petits bouts de parler. Il n'y a pas de mots seuls, les mots sont en groupe, ils se mélangent dans un groupe. Ce qui fait l'élément de sens, ce n'est plus le mot, c'est le groupe des mots fusionnés. » Voilà, c'est ça les expressions toutes faites. Alors c'est quoi ça? C'est une théorie? C'est parce qu'on se dit bon voilà, si vous sous-titrez ce texte manifeste, du coup on le lit de façon différente et on se dit c'est un manifeste en acte, c'est-à-dire que vous écrivez votre théorie donc de cette pâte mot, puisque ces groupes de mots fusionnés ça fait cette pâte. Vous écrivez avec cette pâte pour expliquer ce qu'est cette pâte. C'est ça? Voilà. J'utilise la pâte pour expliquer ce que c'est que cette pâte. C'est pour ça que c'est un manifeste, mais en même temps, c'est un manifeste et je ne trouve pas de langue en dehors de la pâte mot pour dire le manifeste de la pâte mot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un au-delà dans lequel je pourrais puiser pour faire l'explication de pâte mot. Pâte mot, il vient avec la pâte mot. Je pourrais pas m'exprimer autrement que comme ça. Alors la pâte, donc il y a beaucoup de métaphores culinaires et digestives puisqu'il est question de la bouche et des mots et de la déglutition, etc. Donc cette métaphore de la pâte, elle est très étrange. Ce que vous dites, cette pâte mot, donc c'est quelque chose on l'imagine comme une sorte de pâte à pain, c'est-à-dire quelque chose de mou, de malléable, et dont vous dites qu'on peut l'utiliser dans n'importe quel sens, la renverser, la déformer, etc. C'est une chose un peu dégoulinante cette pâte mot. Oui, elle est un peu ça vous dégoûte pas, vous? Eh bien, c'est ça. Il y a un passage sur comment, dégoût. Comment faire pour ne pas avoir le dégoût. C'est-à-dire que quand on parle, les mots qu'on utilise, c'est une série de mots. Donc, c'est quelque chose qui est assez coulant. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter par petits bouts, par petits morceaux durs. C'est quelque chose qui est justement un peu fluide, un peu souple, un peu une totalité à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter de parler, on va continuer à parler jusqu'au bout de la phrase qui n'est pas une phrase mais qui est un groupe, un chapelet de mots. Donc ça colle et c'est pour ça que la pâte mot est quelque chose de fluide et de collant. C'est pas que j'invente que la pâte mot, c'est ça, c'est que je pense qu'à chaque fois qu'on parle, et ici on parle, à chaque fois qu'on parle c'est un groupe de mots et c'est quelque chose de fluide.
Donc, comment dire, comme il s'agit de pâtes, de bouillie, donc vous faites avec de l'ironie, vous faites donc appel à toutes les fonctions digestives, donc ou bien disons toutes les étapes de tout ça. Donc par exemple le texte comme un sac poubelle où je vous cite, on peut mettre n'importe quoi. Bon, la merde comme la singularité la plus singulière, etc., etc. Donc c'est beaucoup de métaphores, comment dire, désenchantées et provocatrices qui font pas précisément poétique, avec tous les guillemets. C'est vrai que penser n'est pas rêver. Et penser, c'est un défilement d'images, et rêver, c'est un défilement d'images, et regarder la télévision, c'est un défilement d'images, mais pourtant il y a une différence entre penser et rêver. C'est-à-dire que quand on pense, on a un défilement d'images, mais on voit les images. Tandis que quand on rêve, il y a un défilement d'images, et pourtant on ne voit pas les images. Donc il y a une différence entre tout ce qui est regarder la télévision, qui est comme penser, exactement la même chose que penser, c'est-à-dire des images qui défilent, et rêver, qui est un peu différent de penser, qui est que quand on rêve, on ne voit pas les images qui défilent. Alors donc, si vous intéresse, on peut dire que alors il y a beaucoup de gens avant vous qui ont travaillé là-dessus. C'est la langue parlée. Donc aussi, je crois que vous avez fondé une revue avec quelqu'un qui s'appelle Cataline Molnar, hein, c'est ça, qui s'appelle, je crois, la poésie prolétaire en phonétique. En phonétique. Hein, parce qu'elle aussi, elle travaille sur une restitution de la langue parlée. Elle se pose d'autres problèmes que vous, mais c'est ça, c'est le réalisme de la langue parlée qui vous intéresse, parce que par exemple, page 42, vous faites une sorte d'énumération des lieux où vous entendez cette patte mot que vous voulez restituer. Alors, par exemple, vous dites des jargons, des paroles des deux personnes seules, seule à seule, des cris, des déplacements d'ébène, des jargons des deux personnes de la même action qui sont en train de faire une action ensemble, qui crient du jargon du même métier, de 3 personnes, de 4 personnes, de 5 personnes, de 6 personnes, de la réunion de personnes du même métier, du même bureau, de la commission de la réunion de l'administration des personnes, des poussées de cris des nouveau-nés, des bébés, des pouponnières, des vagissements des enfants, etc. Oui, je vois pas de différence, moi, entre la parole parlée et la parole écrite. C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a qu'une seule parole, c'est la parole qu'on utilise pour parler. Et dans cette parole qu'on utilise pour parler, il y a des vagissements d'enfants, il y a des cris, il y a des deux dames qui sont ensemble dans la rue et qui discutent. Ça vous inspire quelque chose, Jean-Marie Glès? Est-ce que je vois vous prenez des notes? Non, je connais assez bien la façon dont fonctionne la pensée de mon ami Tarkos, enfin, sa façon de dire, etc. Je suis toujours surpris par un certain nombre de choses, mais je ne sais pas si ces choses, je dois les prendre, ce qui non pas me gêne, mais me trouble, disons, et me trouble et donc m'intéresse. Et chez Christophe Tarkos, c'est le fait que je suis toujours surpris théoriquement en quelque sorte par ce qu'il me dit. Par exemple, lorsqu'il fait cette opposition insensée entre le fait que quand on pense on voit les images et quand on rêve on ne les voit pas. Je veux dire, à la limite, je ne comprends pas comment de façon si paradoxale, il affirme qu'il n'y a pas de représentation onirique, alors qu'évidemment, c'est ça qui s'impose à chacun d'entre nous. De la même façon, j'ai du mal aujourd'hui à penser comment il comprend le vers, c'est-à-dire la coupe, alors que il est dans cette théorie d'une sorte de langage agglutinant, agglutiné, fluide, etc. Et que donc, alors qu'il défend avec Philippe Beck le vers, comme j'ai entendu tout à l'heure, c'est une des choses qui les rapproche l'un et l'autre. Il me semble qu'entre une théorie du vers, enfin quelle qu'elle soit, et la théorie de la pâte mot, si on la prend dans sa généralité telle qu'elle vient d'être exposée là, il y a quelque chose qui colle pas, si j'ose dire, puisque la langue ça colle et que le vers c'est justement de décoller tous ces éléments de façon à les articuler de façon discrète. Peut-être que c'est le mot de théorie qui gêne. Il faudrait dire que c'est une pratique
Oui, mais c'est une pratique qui pense à la fois la langue, etc. C'est une pensée, Christophe Tarkos. Ce n'est pas seulement une pratique comme ça intuitive et sauvage de la langue. C'est une pensée qui s'élabore progressivement, une pensée de la langue, une pensée de la société, y compris une pensée, par exemple, de ce signe général qu'est l'argent. Alors justement, on va venir à l'argent, Christophe Tarkos, parce que c'est vrai que c'est un texte qui donne une impression étrange. Donc je disais tout à l'heure, vous vous attaquez aux grandes théories linguistiques, et puis maintenant vous attaquez à l'économie. Alors on se dit, bon, c'est fou d'essayer de repenser l'argent, donc de chercher une autre façon d'en parler. Alors on est un peu mal à l'aise, parce qu'il y a tellement de choses qui s'écrivent sur ce sujet, il y a tellement de choses importantes et essentielles qui s'écrivent sur ce sujet, qu'on se dit, bon... Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire, est-ce que c'est un pur exercice formel ? Est-ce que vous cherchez à dire quelque chose sur l'argent ? Et dans ce cas, est-ce que vous pouvez revendiquer la sorte d'irresponsabilité ou de légèreté dans tous les sens, disons, que peut revendiquer en général la poésie ou que peuvent revendiquer les poètes ? Alors oui, ce qu'il faut que je dise, c'est que si j'ai écrit un texte sur l'argent, c'est que d'un coup j'ai eu une drôle d'impression. J'ai eu l'impression que l'argent était la seule chose qui nous était commune à tous et qu'on donnait de la valeur à l'argent tous. C'est-à-dire sans exception, c'était la chose essentielle qui nous rendait communs tous. C'est qu'on avait une notion qui était toujours là, qui est la relation par rapport à l'argent. C'est-à-dire, on a besoin de rien, on n'a plus de valeur commune, mais on a une valeur commune ça m'a apparu comme étant notre valeur commune, c'est l'argent. C'est la seule chose qui nous intéresse. Je vois pas quelque chose d'autre qui pourrait nous intéresser autant et de façon aussi commune que l'argent. Alors, je vous propose de vous lire une page. Tout le monde a un anus. Tout le monde parle. Tout le monde parle avec les mains. Tout le monde a des paroles qui sortent de la bouche. Les paroles sont bonnes ou mauvaises. Les bonnes paroles donnent de l'argent. Les mauvaises paroles perdent de l'argent. L'argent fait la différence entre le bon et le mauvais, rapidement, immédiatement, instinctivement. L'argent est rapide. On peut faire de l'argent quand on veut. Tout le monde peut faire de l'argent avec les mains, avec l'anus. On peut faire de l'argent avec les mains. Tout le monde a des mains. Tout le monde a un anus. On peut parler. Les paroles sortent de la bouche, sortent de l'argent. Ce qui est bon est ce qui donne de l'argent. Ce qui est mauvais est ce qui perd de l'argent. Nos paroles ont une valeur. Voilà, c'était donc Christophe Tarkos le 8 juillet 1999. Cataline Molnar, vous disiez avant de commencer que vous voudriez retracer un petit peu son parcours pour comprendre un peu qui est Tarkos. Tout à fait. Moi, je l'ai rencontré personnellement début 1994. Mais je sais qu'on peut remonter un peu plus en avant, qu'il a rencontré Bernard Haitink avant moi, probablement Julien de Blaine aussi. Donc, début 2000, on a découvert sa tumeur du cerveau et fin 2004, il est mort. Donc ça veut dire, un calcul vite fait, donc il a passé 7 ans maximum sur la scène publique, 5 ans de maladie, avec de plus en plus d'endormissements, et qui sont des années pour moi très importantes aussi. Et voilà. Alors il faut dire aussi que quand il est arrivé... Vous voulez dire tout ça était très, très court. Hein, tout ça, c'était très court. Et sa vie publique, au fond, c'est 7 ans. Sa vie publique était très court. Je dirais pas la même chose de sa vie de malade, qui était
plutôt interminablement longue. Oui. Alors, on n'a pas vu venir, il est arrivé, il était fait. Comme il disait, quand c'est fait, il n'y a plus rien à faire. Vous voulez dire qu'il n'est pas arrivé comme un poète débutant, ça vous voulez dire? Voilà, exactement. Donc moi, je peux imaginer, donc il avait presque 30 ans, ou entre 28 et 29, il a fait tout un travail d'élaboration avant. J'imagine d'ailleurs que ça devait se passer dans la tension, mais on n'en a jamais parlé, je ne connais pas. Pour moi, il est arrivé avec tout son dispositif poétique déjà élaboré, avec sa théorie poétique déjà élaborée, avec son manifeste d'ailleurs, qui est revenu plusieurs fois, ça ne peut plus durer comme ça, avec les règles strictes, comment fabriquer des poèmes. En plus, je réalise aujourd'hui que j'ai pas vu à l'époque, qu'il est arrivé aussi déjà avec sa conscience du rapport entre sa poésie et sa maladie, parce que il était fou, il était malade mental, il était bon. Donc je parle pas de sa tumeur, mais je parle que voilà. Et puis de sa volonté de poser sa poésie pas du côté de la maladie, mais pour soigner la maladie. Voilà, mais on n'a pas le temps de citer, c'est pas grave. Donc, de là, il y a cette conscience dès le départ de l'urgence. Il savait que son temps était compté. Et autre chose très importante, c'est que où il s'est posé. Il s'est posé sur le terrain de la lecture-performance ou la performance tout court. De l'improvisation ? C'est-à-dire, non, pas de l'improvisation, non. C'est un terrain qui est pas connu du tout des médias, parce que les médias ignorent et méprisent ce terrain. Ils ne s'occupent que des produits finis, des livres, du papier, d'imprimés, alors qu'il y a tout un travail qui se passe in life, devant un public. On y va, nous poètes, avec un travail fait avec de la langue. C'est éphémère, on le présente, il y a une confrontation avec le public. Moi, j'en ai fait une centaine pendant 20 ans. Lui, en 7 ans, il a dû faire peut-être 5 fois plus. Donc, sur ce terrain, il n'y avait pas que des poètes, il y avait aussi des musiciens, des plasticiens, etc. Lui, il s'est posé sur ce terrain-là, et même s'il a publié, il a cherché ses connexions sur ce terrain-là, un peu marginal. Voilà. Philippe Bek, vous êtes d'accord avec cette vision de Tarkos arrivant dans l'univers de la poésie comme ça, tout armé, et en particulier de ce que Katalin Molnar appelle une théorie ? Tout équipé. Tout équipé, voilà. C'était déjà, en tout cas, effectivement. Je l'ai rencontré en 97. Il était équipé, c'est-à-dire qu'il était, c'était lui. Donc il avait cette puissance d'affirmation, cette force affirmative, je ne sais pas comment dire, cette détermination, cet aplomb, en un sens, qu'on a pu entendre, cette imperturbabilité qui est originale. Comme tel. Rien ne pouvait le faire dévier de son chemin, c'est-à-dire qu'il risquait des affirmations, mais il les risquait jusqu'au bout.
effectivement, dès le départ, c'est-à-dire dès l'instant où il est apparu, où nous l'avons rencontré. Mais c'est-à-dire qu'il allait aux gens aussi. C'est-à-dire, il était d'une affirmation, mais il allait aux gens. Je crois qu'il t'a sollicité, il m'a sollicité, il nous a écrit pour nous rencontrer et pour nous faire part de ses pratiques, de sa pratique théorique. Effectivement, il n'y a pas de théorie dissociée d'une pratique dans son cas. C'est-à-dire que le risque est en lui-même un risque littéraire, on pourrait dire un risque artistique, si vous voulez, de part en part. Toute sa théorie elle-même, c'est de l'art. C'est-à-dire... Qu'est-ce qui était nouveau dans ce qu'il faisait, dans ce qu'il apportait? C'est difficile à dire, il y a un phrasé. En tout cas, il y a un phrasé. Oui. C'est ça qui est difficile de déterminer. Il y a un phrasé chez lui. Il est un phrasé, il était un phrasé. D'où l'amour qu'il a suscité, c'était quelqu'un de cohérent, cohérent dans la séduction, un séducteur cohérent. C'est ça, quelqu'un de séduisant, c'est quelqu'un de cohérent, constamment lui-même, ou en tout cas donnant cette impression. Et donc vous aviez fondé une revue qui s'appelait Quaderno, à laquelle il s'est joint, il a voulu entrer dans votre projet. Je lui ai proposé, il a accepté. Et oui, il avait le souci du vers, ce qu'il me disait. Et j'avais moi-même été étonné de ce... Un peu comme Glaise, vous voulez dire? En un sens, oui. Oui. J'avais dit, bon, alors voyons ça de plus près. Et puis, oui, il y avait du paradoxe dans cet intérêt pour le vers, mais en fait, je crois qu'il avait surtout un désir de langue et de langage. Un désir énorme, pas seulement de parler, mais justement, comme il n'y avait pas de différence pour lui entre l'oral et l'écrit, un désir d'écrire en parlant, de parler en écrivant, un désir de langage. Vous diriez ça n'a pas de différence entre l'oral et l'écrit, comme il le dit dans l'entretien? C'est vrai ça? D'abord, c'est très sensible quand on le lit. Oui. Et on l'entend, mais je crois aussi qu'on sent, quand on l'entend, que c'est très rythmé, j'allais dire très écrit. Il y avait un amour fondamental pour la langue, dans la mesure où il y a dans la langue de la musique. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup la musique. Oui. Quand il identifiait le signifiant, au fond, il s'agissait de la musique. Il avait en tête l'unité première du discours et du chant. Je crois que c'est essentiellement sa primitive passion, c'était la musique. Il y pensait tout le temps. Ce qui faisait le lien justement entre la poésie prolétaire et disons la poésie écrite, ou la poésie littéraire, dite littéraire, c'était la musique pour lui. En tant que la musique s'écrit aussi, et que n'est-ce pas, la partition est faite pour qu'on la joue. Oui. Vous avez fait une revue aussi avec lui qui s'appelait Poésie prolétaire. Poésie prolétaire, avec lui et avec Pascal Doury, dessinateur, qui est mort 3 ans avant Christophe. Ça participait de quel projet, cette Poésie prolétaire? Je pense que on n'a pas le temps d'en parler ici, mais en tout cas, j'annonce quand même que avant même la mort de Pascal Doury, nous nous sommes mis d'accord sur le numéro 3, et donc maintenant je suis orpheline de Poésie prolétaire, et la première chose à faire, pour moi, c'est de faire ce numéro 3. Alors par rapport aux propos de Philippe Beck, quand il dit que même quand on l'entend parler, on sent derrière l'écrit, moi je n'ai pas cette vision. On sent derrière l'élaboration. C'est-à-dire que c'était tellement de fois repenser dans sa tête, ça a été tellement de fois élaboré que c'était tout le temps comme ça. D'ailleurs, même dans la vie de tous les jours, dans la façon où il demandait le petit déjeuner et tout ça, c'était
tout le temps après l'élaboration. Et là, ça touche tout près de ce qu'on appelle de son travail d'improvisation. J'essaie d'en dire quelques mots. Oui. Donc, c'est totalement faux d'imaginer qu'il s'agit là de la spontanéité ou de quelque chose qui sort du vide. Mais il faut rapprocher tout à fait par rapport à son travail qu'il a réalisé aussi dans l'écrit, où il a élaboré différentes variantes d'un thème. Par exemple, dans le livre qui s'appelle Anachronisme, le thème l'hiver dans le parc, il revient une vingtaine de fois. Donc moi je pense que son travail d'improvisation était très proche, c'est-à-dire que presque toujours il y avait le thème posé dès le départ, comme par exemple dans le Petit Bidon. Souvent, il y avait aussi là où il voulait arriver. Ça pouvait changer d'une improvisation à l'autre. Il y avait des points de passage par lesquels où il voulait passer. J'en suis certaine. Et puis, entre ces points, il y avait des possibilités de bifurcation, de connexion, déconnexion, de faire une boucle, aller, voilà. Et pourquoi ? Parce que derrière, il y avait tout ce travail d'élaboration. Donc, si par exemple, il a fait une élaboration autour du Petit Bidon, je suis sûre que ce qui est sorti le jour où il l'a fait, il n'a pas lu et il n'y avait pas de Petit Bidon sur la table, c'est à peu près 30% qui était derrière comme d'autres possibilités. On va écouter tout de suite donc ce Petit Bidon qui a été une performance qu'il avait donnée à beaucoup. C'était en 99, c'est ça ? 99. Voilà. Le Petit Bidon. On a un petit bidon, un bidon d'huile sur la table. Un petit bidon vide, un petit bidon normal. Normalement sur la table, avec du vide dedans. Il est fermé, mais il est vide. Si on regarde dans le petit bidon, on a du vide. On n'a rien. On regarde sur la table et on voit un petit bidon qui ne déborde pas de la table. Le petit bidon reste bien à sa place. Il ne bouge pas. Il ne déborde pas comme une grande masse blanche qui viendrait par-dessus la table et qui viendrait déborder la table et qui viendrait se mettre dessous la table. Il reste au-dessus de la table. Il est totalement vide. Il ne se passe rien. Qu'un petit bidon sur la table. Mais dedans le petit bidon, il se passe beaucoup de choses dedans le petit bidon. On a de l'air dans le vide du petit bidon de métal fermé. C'est un petit bidon, il n'est pas grand, il n'a pas beaucoup de taille. Il est un petit bidon d'huile qui est sur la table, qui est posé sur la table, et qui est vide et qui est fermé. Et dedans, il y a de l'air. Et dans l'air, par contre, il se passe beaucoup de choses dans l'air. Il bouge, l'air bouge dedans le petit bidon. C'est qu'il est attiré l'air par la chaleur. Il est attiré par les surfaces du petit bidon. On a un petit bidon qui est seul, qui est posé sur la table, qui est tranquille et qui ne déborde pas, mais dedans le petit bidon, il y a de l'air qui déborde, qui bouge, qui fait des effluves, qui fait des montées et des descentes et qui fait des tourbillons. L'air n'arrête pas de tourbillonner.
tourner dedans le petit bidon. Il se passe beaucoup de choses dedans le petit bidon qui est posé sur la table et qui ne bouge pas. Il y a des événements de mouvement de l'air qui bouge et qui va taper contre le haut du bidon. Si c'est le haut du bidon qui est le plus chaud, ici c'est le bas du bidon qui est le plus froid, alors l'air va taper contre le haut du bidon et en tapant va rebondir et va faire un tourbillon et le tourbillon va redescendre et il y a encore un autre tourbillon qui va remonter de dessous une fois que le tourbillon va descendre. Il y a beaucoup d'air, il y a de l'air, c'est normal qu'il y ait de l'air dedans le bidon qui est fermé. Il y a de l'air qui bouge, il y a des mouvements, il y a des bouffées d'air qui bougent et qui rebondissent et qui se cognent. Ça se cogne beaucoup dedans le bidon. Et quand on regarde le bidon de l'extérieur, comme ça on voit sur la table, on voit juste un petit bidon en métal, tout fermé, tout simple, un petit bidon simple qui déborde pas, qui reste à sa place et qui bouge pas et qui n'a rien pour lui. Il est juste un petit bidon en métal. C'est juste du métal qui est fermé avec un bouchon. C'est un petit bidon avec un bouchon. Il est bien fermé. Il ne bouge pas. Il est gentil. Il est stable. Il reste là où il est. Quand on regarde sur la table, il n'y a absolument rien d'autre qu'un petit bidon. On regarde sur la table, on regarde en dessous de la table, il n'y a rien d'autre qu'un petit bidon posé sur la table. Ça n'est pas une grosse masse blanche qui a débordé et qui est partout sous la table, dessus la table, autour de la table, autour de bidon qui mange le bidon. Il ne se fait pas manger le bidon. Il est tout seul, il est posé, il est stable et il ne se fait pas manger. Il résiste, il tient, il a de la tenue, il résiste bien, il résiste à tout. Il ne bouge pas, il n'a pas bougé, il ne va pas bouger. C'est un petit bidon. C'est un petit bidon qui est posé sur la table. On a de la chance d'avoir un petit bidon posé sur la table. Merci le petit bidon. Merci le petit bidon. Et puis on va écouter le dernier extrait de la voix de Christophe Tarkos. Il était venu en 2000 au moment de la publication de Pan. Il était déjà très malade et il était venu avec sa compagne qui a lu des textes avec et pour lui. Mais Christian Prigent était là et en quelque sorte parlait pour lui. Donc Christophe Tarkos le 6 juillet 2000. Christophe Tarkos, Pan, qu'est-ce que c'est ce titre ? Pan. 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 Pan, pan. Après, il y a les nuages. D'accord. Est-ce que vous assignez une signification quelconque à ce titre ou pas du tout ? Il y a beaucoup de significations, oui. Ouais. On peut en essayer une ou deux, par exemple ? Oui, on peut. On peut mettre les significations de pan. D'accord. Alors moi j'ai trouvé dans votre livre, page 36, quelque chose qui pouvait donner comme ça un fil, je ne sais pas si c'en est, c'est ça. L'extrémisme est large, nous sommes sur un extrémisme radical large, un extrémisme large composé de milliers de petites utopies qui forment une surface extrémiste, tant elles sont extrêmement nombreuses, un extrémisme de surface, elles ne se froissent pas, on ne va pas enlever la peau de la tête de l'homme à qui on parle, etc. Mot d'ordre, pan et pan, but ultime, plaquer la plaque, prise de pouvoir immédiate, ce qui plaque la conscience est bon, il faut une sacrée dose pour décoller. Donc rien de plus sur Pan à ce sujet. Si Pan, c'est le bruit que ça fait quand on dit Pan. Et j'aime bien ce bruit que ça fait quand on dit Pan. Pan. Il y a différents bruits dans Pan. Chacun, s'il dit Pan, ça fait un bruit différent. On avait dit que Valérie Ben David, que vous liriez
quelques textes de Christophe Darcos. Il va commencer. D'accord. Le son est beau. Le son d'un instrument sonore est beau. Il vient dire « Je suis soudain un son, je sonne, je mets le paquet, je vais exploser, j'explose. Le son est beau. Celui qui explose, qui se met là, qui vient se poser et dire voilà, je ne suis qu'un son. Un son d'un seul son, je viens me poser. Voilà. » Donc vous continuez le texte, hein? Oui. Là, celui-là, je vais le reprendre. D'accord. Le son est beau, le son d'un instrument sonore est beau ce qui vient dire « Voilà, je suis soudain un son, je sonne, je mets le paquet, je vais exploser, j'explose. Le son est beau, celui qui explose, qui se met là, qui vient se poser et dire « Voilà, je ne suis qu'un son, un son d'un seul son et je viens me poser. Voilà, je me pose en explosant, j'explose, je suis content de venir, je n'ai pas eu le temps d'annoncer que j'allais arriver, que je suis déjà là, qu'il est beau le son qui vient, il est venu, il a explosé, il explose, c'est le premier son, c'est le son d'un instrument à son, les instruments à son font grand bruit, en voilà un qui commence, c'est le début, c'est le tout premier son, pas sonore explosif, il a débuté, commencé, un premier son et tout commence, percuté. Le premier pas percute, le premier pas percuté, le son le fait commencer. Le premier son suffit car le son est beau, le son d'un instrument qui donne un son, qui donne un son. Le fait de commencer, le premier pas est percuté. Un premier pas percuté appelle un autre percuté, attend voir, percuté et coupé, percuté ne coupe pas, percuté est le deuxième, percuté n'arrête jamais, ne coupe pas, percuté, et percutement il y a eu, appel continue, appel attend, appel coupé, appel explose, appel paracyclique, un nouveau coup de trompe sonore. Christian Préjean, vous avez déjà entendu Darcos lire ses textes, ou bien vous avez déjà lu Darcos? C'est une œuvre que vous lisez, que vous suivez? C'est une œuvre considérable. Voilà, on dit des choses comme ça, que j'ai commencé à lire depuis très très longtemps, avant même que Christophe publie quoi que ce soit, puisqu'il avait envoyé des textes à TXT, la revue que je dirigeais, qui existait encore au début des années 90, des textes que la revue n'a pas publiés, qu'elle aurait publiés, mais qu'elle n'a pas publiés parce qu'elle a cessé de paraître. Et puis ensuite, j'ai entendu et vu Christophe lire à Bruxelles pour un festival polyphonique dans les années 93-94, une lecture qui m'avait énormément marqué parce que c'était quelque chose de marquant simplement, mais simplement aussi parce que c'était une façon de présence sonore et scénique très différente de ce que l'on commençait à avoir l'habitude de voir du côté de la poésie sonore et des poètes qui venaient sur scène lire des textes. Pourquoi c'était très différent? Qu'est-ce qu'il faisait? C'était très différent pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'était ou que ça donnait la sensation d'être du côté de l'improvisation, alors que les textes, généralement, les poètes viennent avec des textes qu'ils lisent, ou alors font des performances sans texte. Mais là, il y avait une espèce de prise de risque à la fois extrêmement digne, extrêmement pathétique de l'entrée dans une langue qui semblait être, qui sans doute ne l'était pas totalement, mais qui semblait être en train de s'inventer au moment même où Christophe lisait. Et ça, premièrement. Deuxièmement, il y avait une sorte d'avancée de la langue dans l'apparente tautologie de ces énoncés. Bon, mais l'enfilage de ces énoncés tautologiques répétant et jouant systématiquement de toutes les variations grammaticales possibles d'un énoncé, enfin, la rhétorique appelle ça des polyptotes, un petit peu comme ce que fait Beckett dans Capopire, faisait surgir très rapidement une très très violente sensation d'étrangeté de la langue, pas d'étrangeté paradoxale de la langue par rapport au réel que ces énoncés tautologiques devraient faire surgir. Voilà. Bon, ce qui a suivi, c'est ma lecture, hein, elle est partielle et partiale. Dans ce livre-là, tout à coup, il y a un très beau texte sur Varèse.
et sur Berriot aussi. Et on se dit que c'est sans doute comme ça qu'il faut comprendre ces textes, c'est-à-dire comme des variations au sens musical. Vous parlez d'improvisation, donc on pense plus au jazz, mais il y a quelque chose comme ça. Je parlais d'improvisation par rapport à la question que vous posiez et à laquelle j'avais commencé à répondre en faisant référence aux performances orales de Christophe. S'il fallait parler plus directement des livres par eux-mêmes, je parlerai dans des termes différents et je rejoindrai ce que vous êtes en train de dire, effectivement. Bon, et c'est effectivement, me semble-t-il, peut-être que lui verrait les choses et dirait les choses autrement, hein, mais que c'est le travail des musiciens dont vous venez de citer les noms est voisin, et voire est implicite derrière la production des textes. C'est-à-dire que ce sont des textes dont la force tient à plusieurs choses, mais entre autres, à mon sens, au fait d'être un formalisme, mais qui dépasse le formalisme. C'est-à-dire un formalisme au sens où le système des variations rhétoriques dont je parle semble être la procédure formelle qui les engendre, mais un au-delà du formalisme aussi. On parlait de permutations, là, il joue beaucoup sur les permutations. Il y a des textes où il n'y a presque que des négations et des pronoms personnels, par exemple, qui sont permutés 4, 5, 10, 15, 25 fois. Oui, comme s'il y avait une espèce de volonté d'épuiser les possibles de la langue, et ces possibles étant épuisés, tout en étant inépuisable, mais étant épuisé dans la dimension que le texte leur donne, surgit à la fois avec une espèce de naïveté rouée, parce qu'il y a deux choses, naïveté, mais naïveté habile, rusée, profonde dans sa technicité aussi. Voilà, surgissait cette espèce d'écart irrémédiable entre les mots et les choses, qui, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, à partir de mon travail qui n'a rien à voir, mais bon, c'est le travail de la poésie. Ça ne se réduit pas au formalisme. Qui est la question, je dirais presque ontologique du fait poétique. Voilà. Ouais. Il me semble, mais c'est peut-être aussi ma manière particulière de lire, que on entre assez aisément. Il y a une aisance aussi d'entrer dans l'évidence d'une oralité sous-jacente. Voilà, c'est ça. Et la sensation que c'est porté par une voix s'impose, me semble-t-il, assez évidemment. D'où quelle force, mais peut-être que c'est ça qu'on a du mal à faire, de quelle force la lecture à elle-même trouver sa voix là-dedans. Enfin, sans jouer sur ce mot voix un peu bêtement. Christophe Tarcos, qu'est-ce que je sais pas, à propos de ce texte sur Varèse, par exemple, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous ? Ce que je dirais, c'est que ma tumeur m'empêche de le lire. On a découvert que j'avais une tumeur dans le cerveau et cette tumeur m'empêche de lire. Donc c'est pour ça que je vous lis pas tout ce que je voudrais. D'accord, donc c'est pour ça que Valérie Ben David est venue lire des textes pour vous. Voilà, oui, j'ai un problème qui se résout actuellement à la Pitié-Salpêtrière, à l'hôpital là-bas. Voilà. Une tumeur qui est venue et je pourrais pas lire... je peux lire les débuts, les premières lignes de tous les poèmes qui sont dans Pan. La musique de Joël Leandre, avec qui, pour ma part, je l'avais entendu à Beaubourg dans une performance très émouvante. Qu'est-ce que vous pensez de cette formulation de Prigent, d'un formalisme qui dépasserait le formalisme ? Elle est tout à fait juste. Ouais. Elle est tout à fait juste. Philippe Beck. Oui. Je voudrais juste revenir à ce mot d'écriture qui choquait Cathy Molnar. Évidemment, je n'ai pas une mauvaise idée de l'écriture. Il ne s'agit pas de l'écriture morte, il ne s'agit pas de l'écrit inerte ici. Il s'agit d'une écriture mentale, d'une élaboration progressive de la pensée dans le discours, comme dirait Kleist. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je voulais juste le dire, et puis l'expression de Prigent est tout à fait juste. C'est un formalisme profond, au fond, c'est ce que Prigent dit, un formalisme profond. Donc, ça veut dire qu'il joue le jeu de la forme, le jeu même du formalisme, et au fond comme les meilleurs formalistes font. Et
ils disent quelque chose malgré tout à leur cœur défendant. Mais... Kathleen Molnar. Oui, je voudrais souligner que pour moi, la nouveauté de Christophe Darcos, c'est, donc on a dit qu'il y avait d'un côté cette boîte à outils avec les répétitions, les phases courtes, plutôt au présent, etc., etc. On peut en faire l'inventaire, dans lequel d'ailleurs il est très facile de puiser, même d'imiter. Mais là où il est inimitable, c'est comment, avec ces éléments, il y a un texte qui se remplit avec une pensée qui reste d'ailleurs presque toujours en suspense et des émotions. Voilà pour moi la magie de Christophe Darcos. Voilà, mais écoutez, on va s'arrêter là. Voilà, la plupart des livres de Christophe Darcos sont publiés aux éditions Paul, Anachronisme, Pan, Le Signe Égal et Caisse. Les autres sont publiés aux éditions Aldante. Vous voulez, par exemple, L'Argent était publié aux éditions Aldante. Bâton aussi. Ma langue est publié aux éditions Aldante. Oui. Le livre qui s'appelle Oui. Le livre qui s'appelle Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres livres que vous... Oui, il y avait Ulysse fin de siècle aussi. Certains livres sont publiés aux éditions Ulysse fin de siècle. Process. Il y en a... Enfin, chez plusieurs éditeurs. Le livret d'opéra aussi chez Aldante. Voilà, ces mardis ont été réalisés par Daniel Finot, à la prise de son Jean-Richard Dufour, à la documentation Marie Gobin et à la coordination Geneviève Méric. C'était Hommage à Christophe Darcos, un numéro des Mardis littéraires de Pascal Casanova, diffusé la première fois le 28 décembre 2004 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.